Bien, donc deuxième partie de la soirée, où finalement, oui, on va non seulement redescendre sur Terre, mais redescendre sous Terre, quitter les sphères glacées du cosmos pour être dans notre planète bien protégée. Donc j'ai le plaisir, mais vraiment l'immense plaisir ce soir d'avoir Dominique Gentil avec nous, qui est, comme je le disais au début, géologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire EPOC, ça veut dire environnement. J'ai pas mes lunettes. Environnement, paléo-environnement océanique et continentaux, pardon, à l'université de Bordeaux, et qui est mon ex-université. Et ses recherches portent sur dont tout le monde se fout. Ces recherches portent sur l'histoire du climat via l'étude des spéléothèmes, il va vous expliquer, mais aussi la datation des habitats préhistoriques, notamment la grotte Chauvet qui fait fantasmer tout le monde. En 92-93, il a démontré que les lamines, il vous expliquera aussi, permettent de dater encore plus précisément que les carottes glaciaires. Et également, il est à l'origine de la démonstration de la présence du carbone 13 par rapport à la présence, enfin ce qui se passe en surface et à la couverture végétale, mais il vous expliquera tout ça aussi. Merci Annick. Je voulais vous remercier Annick et Lydie pour ces contacts et votre invitation. Donc en fait, effectivement, là je vais vous faire un portrait un peu partiel et surtout inhabituel, puisque l'objet d'étude est souterrain, il est issu des grottes, ce sont les spéléothèmes. Donc spéléothème, c'est le nouveau terme qu'on emploie pour désigner les concrétions des grottes. Voilà, donc stalagmites, stalactites, planchers stalagmitiques. Vous avez ici un aperçu d'une tranche polie de spéléothème qui vient d'Algérie. Vous voyez, c'est un empilement ici de couches millimétriques. Alors, en fait, les spéléothèmes depuis une vingtaine d'années, prennent de l'importance parce qu'on peut les dater. On peut les dater de façon très précise et surtout on peut les dater loin, beaucoup plus loin que le C14 qui va vers où la limite est de 45-50 000 ans dans le passé. On peut dater les spéléothèmes jusqu'à plus de 500 000 ans. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Et on utilise donc ces spéléothèmes pour reconstituer les variations du climat. Donc je vous montrerai quelques exemples et aussi pour dater les cultures préhistoriques. Ça, c'est un point essentiel et ça permet de faire, comme vous verrez tout à l'heure, de nouvelles découvertes, puisqu'en fait, le C14 permet de dater jusqu'à 50-45 000 ans. Grâce au spéléothème, on va pouvoir dater donc les restes beaucoup plus anciens dans certaines conditions précises. Donc les concrétions des grottes, en fait, sont distribuées un peu partout dans les grottes, sur la Terre, pardon. Donc vous voyez ici les massifs karstiques en rouge. Dans ces massifs karstiques, donc du calcaire, on trouve des grottes et on trouve aussi donc des spéléothèmes. Il y en a un peu sous toutes les latitudes. Leur avantage, c'est qu'ils sont donc largement répartis sur Terre. Ils sont bien préservés. Ils sont sous terre, donc protégés des agents d'érosion. Il n'y a pas de bioturbation. Et comme je vous l'ai dit, c'est a priori, enfin c'est le meilleur matériel, la meilleure archive pour dater, pour donner des âges précis. Certains d'entre eux possèdent des lamines de croissance annuelle. Voici un exemple. Alors, l'avantage d'avoir des lamines de croissance annuelle, c'est qu'on peut aussi calculer la vitesse de croissance. Ça, c'est une section polie de stalagmites qui vient d'un tunnel en Belgique. Quand j'avais prélevé, c'est un travail qui date, 1992, un certain nombre de petites stalagmites qui ont poussé sur ce chemin de halage. Donc j'ai compté les couches et je me suis rendu compte qu'on avait à peu près le même nombre. Et la différence, en fait, je dirais le total du nombre de couches d'alternance, en fait, c'est une couche claire et une couche sombre, représente une année. Donc ça, c'était important pour dater, dans certains cas, avoir une précision. Mais il faut savoir que ce comptage de couches ne va pas loin. On peut compter sur quelques dizaines, au mieux quelques centaines d'années. Après, on perd souvent le fil des lamines. Donc voici un autre exemple de stalagmite, on dirait presque une dent d'ailleurs, qui fait 4-5 cm de hauteur. Et vous voyez les empilements réguliers, donc on peut compter. Chaque alternance claire et sombre représente une année. Un autre exemple un peu plus original,
c'est un guide du gouffre de Premier-Sac qui m'avait donné cette stalagmite. Il m'a dit il y a du verre dedans. Donc il y a du verre, c'est étonnant pour une stalagmite. Hein, c'est du carbonate de calcium normalement. Donc on a scié ça et vous reconnaissez le goulot d'une bouteille de vin qui est resté au fond du gouffre de Premier-Sac quelques années. Et en comptant les couches de calcite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une 40aine d'années de dépôt de calcite. Donc ça peut aller vite. Hein, on peut avoir des vitesses de croissance de l'ordre d'1 millimètre par an, ce qui est le cas ici. Dans ce même gouffre aussi, donc ils mettent des objets sur une table en bois depuis les années 50. Et quand ils ont refait l'aménagement, ils m'ont donné une tranche du pilier en fait qui portait un morceau de la table. Donc vous voyez à droite, c'est assez marrant, on voit le pilier rectangulaire, donc c'est une section transversale avec les cernes annuelles des arbres, et tout autour, ce sont les cernes de calcite qui ont poussé. Voilà. Ça, c'était pour l'image, hein, des rythmes annuels. Et à gauche, vous avez, en fait, c'est l'épaisseur du plancher stalagmitique, hein, donc de la roche qui s'est déposée depuis 1950 environ, jusque dans les années 2000. Hein, ça fait 12 cm d'épaisseur. Et à l'intérieur, donc effectivement, on a une succession de couches dans lesquelles on a fait pas mal d'analyses. Et je vais un petit peu détailler ce type d'analyse, puisqu'en fait, on l'a retrouvé dans celui-ci. Donc voilà, ça vient d'Arcis-sur-Cure aussi. Une stalagmite qui fait quelques centimètres, on peut compter les couches. Vous voyez cette couche noire au milieu, là, en fait, c'est des travaux qui ont été faits dans la grotte dans les années 30. Donc ce sont des particules de suie qui ont été piégées au sein même de la calcite. Donc ça piège aussi les particules liées tout ce qui est lié à l'activité humaine. Donc là, je vais faire une petite digression technique, mais qui est pas très compliquée en fait. Je vais vous parler d'isotopes et de carbone et de carbone 14. En fait, donc je vous ai expliqué qu'en fait sur les stalagmites, on peut compter les couches. Donc ça permet de compter les années. Donc si on part du sommet, c'est les périodes les couches les plus récentes, on descend et on a une chronologie et on remonte le temps année après année. Donc on peut connaître l'année. Vous voyez tous les petits trous que j'ai fait avec une microperceuse, c'est pour extraire la poudre qu'on a analysé ensuite avec l'accélérateur qui se trouve sur le plateau de Saclay, Artemis, qui permet de quantifier la quantité de carbone 14, de radiocarbone piégé dans la poudre de calcite. Hein. Donc on a fait ça et puis on a mesuré avec des spectromètres de masse les différentes quantité d'atomes, donc le carbone. Hein. Le carbone, il y a des carbones 12, c'est le plus abondant, des carbones de masse 13, et puis il y a des carbones de masse 14 qui sont pas stables, radioactifs. C'est le principe même de la datation C14, c'est de compter ces atomes de radiocarbone. Voici le résultat, et en fait, vous avez en haut, donc l'échelle horizontale, ce sont les années, hein. Vous avez 1915 tout à fait à gauche, 2000 des poussières à droite, et la courbe du haut, en fait, c'est la radioactivité de l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est le CO2 qui est dans l'atmosphère et on mesure les atomes de C14. Et vous voyez qu'il y a un pic. On a doublé à partir avant 1950, vous voyez, ça fait un plat. On a quasiment doublé dans l'atmosphère la quantité de C14. Ah, ça, c'est important. Vous allez voir, ça nous sert de traceur, en fait. Donc ça, c'est lié aux essais nucléaires dans l'atmosphère. Donc là, c'est vraiment planétaire. C'est-à-dire qu'on a doublé au niveau de la planète, en particulier dans l'hémisphère nord ici, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère. Or, ce CO2, il est absorbé par les plantes, il est dissous dans l'eau, il s'infiltre et finalement, il se retrouve piégé dans les stalagmites. Donc, en bas, ce sont, vous voyez, Dordogne, Slovénie, Belgique, ce sont des courbes d'activité de radiocarbone mesurées dans ces petites stalagmites que je vous ai montrées. Et vous voyez qu'à partir de 1950, 1955, l'activité radiocarbone dans les stalagmites augmente. C'est pas naturel. Hein. Normalement, ça doit être à cette échelle de temps, ça doit être plat. Et vous voyez qu'en fait, c'est lié, c'est les impacts des essais nucléaires qu'on retrouve dans ces stalagmites. Et ce qui est intéressant, c'est le délai qu'il y a entre le pic atmosphérique et les pics différents qu'on trouve dans les stalagmites de différentes parties, qui réagissent différemment. En fait, elles réagissent différemment parce que le carbone qui arrive dans les stalagmites, CaCO3, finalement, on se rend compte grâce à ce traçage, finalement, on a fait un modèle et on s'est rendu compte, vous voyez, l'activité moyenne dans les stalagmites de C14
c'est une valeur, donc on a une unité, hein, c'est dit PMC, les pourcents modernes carbone, c'est autour de 90 PMC. Dans l'atmosphère, c'est autour de 100, la valeur naturelle. La différence, c'est qu'il y a 10%, il manque 10% dans le carbone des stalagmites. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le carbone qui est dans les spéléothèmes est essentiellement issu du CO2 qui vient du sol, qui lui-même est produit par la végétation. Donc là, vous imaginez bien que si on change la végétation au-dessus d'une grotte, à cause des variations du climat ou parce que l'homme a décidé de raser une forêt et d'installer un autre type de culture, ça va se retrouver dans les isotopes, c'est-à-dire les atomes de différentes masses du carbone piégés dans les stalagmites. Et c'est ça qui nous sert de traceur climatique. Quelques exemples de climat. Donc là, on va repasser à l'échelle planétaire. Le climat de la Terre, rapidement, est lié, donc je parle des variations naturelles du climat, à 3 paramètres essentiels. L'excentricité, donc en fait, c'est la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, hein, qui varie dans le temps avec des cycles de 100 et 400 000 ans. On a ensuite l'obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation qui bouge aussi autour de la valeur, on apprend 23 degrés 27 minutes, hein, donc plus ou moins quelques degrés, avec une cyclicité de 41 000 ans. Et puis on a la précession des équinoxes, c'est-à-dire en fait l'axe n'est pas toujours dirigé vers la même direction, mais il fait une rotation comme une toupie tous les environ 26 000 ans. Voilà, donc tout ça cumulé fait que l'énergie qui arrive sur la Terre change, et c'est ça qui est le moteur principal des grands cycles climatiques. Vous avez ici 1 million d'années, 0 à gauche, 1 million à droite, les paramètres climatiques, les paramètres orbitographiques de la Terre, et puis l'énergie qui arrive sur la Terre, et en bas, ce sont les enregistrements paléoclimatiques des longues séries marines qui permettent de remonter dans le temps assez loin. Donc quelques exemples de reconstruction paléoclimatique à partir de spéléothèmes, je vais vous en montrer 3. Le premier, c'est la déglaciation. Donc vous avez en haut l'échelle, pareil, vous voyez le signal climatique issu des carottes de glace, c'est la courbe bleue. Donc on a 500 000 ans à droite, le présent à gauche, et vous voyez, ça fait, en fait, on a des grands cycles climatiques, chaud vers le haut, froid vers le bas, d'environ 100 000 ans. Si on fait un zoom du dernier cycle climatique, c'est la figure d'en bas, vous voyez. Au sein même d'un cycle climatique, on a des variations très grandes, et on parle de période glaciaire, en fait, la période, elle n'est pas froide tout le temps, et on a des événements chauds et froids qui se succèdent à des vitesses assez variables et rapides. Donc on a prélevé 3 stalagmites dans différentes grottes. Celles-ci viennent de la grotte de Villars en Dordogne. Ensuite la grotte Chauvet. Alors on n'a pas cassé cette stalagmite, on l'a trouvée par terre au bord du chemin. Vous verrez, la grotte Chauvet est très protégée. Mais on l'a prélevée pour étudier, non seulement pour dater, mais aussi pour étudier le climat. Et puis une stalagmite qui vient d'une grotte en Tunisie. Donc voici typiquement la stalagmite de la grotte de Villars, hein, qui a débuté vers 16 000 ans. On l'a datée, hein, avec des méthodes d'uranium-thorium. On dose l'uranium, on dose le thorium. L'uranium se transforme avec le temps en thorium. C'est un radiochronomètre. Ça permet de donner des âges précis, environ 1% je dirais pour 95% de chances d'avoir cet âge-là, d'erreur, jusqu'à des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 500 000 ans. Donc là, la base, c'est 16 000 ans. Le sommet, donc on a étudié la dernière déglaciation jusque vers 11 000 ans. Voici les résultats. Donc on voit bien, vous avez donc 6 000 ans à gauche dans le passé, 20 000 ans à droite, et vous voyez en fait pendant la déglaciation, donc ça va vers le chaud, ça remonte. Et là, j'ai retranscrit les isotopes du carbone. Hein, ce carbone-là qui est lié à la végétation. Donc en fait, quand ça va vers le haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de végétation. Quand ça va vers le bas, il y en a moins. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est en fait, on a une chute, donc ça augmente. Hein, on voit que sur les stalagmites, vous voyez, le climat se réchauffe, et puis vers 12 800 ans, paf, on a une chute brutale. Cette chute brutale, en fait, a duré très peu de temps. C'est en fait entre quasiment 2 points d'échantillonnage, on a une chute donc de l'activité végétale et biopédologique très rapide. On ne sait pas encore, mais quelques années, quelques dizaines d'années. Et en fait, c'est une modification de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord qui a impacté le climat de l'Europe de l'Ouest. Voilà. Et en comparaison, j'ai mis le méthane issu des carottes de glace. Donc le même enregistrement ici. Donc vous voyez en bas la courbe de stalagmite. Hein, vous voyez le C13 qui répond très bien au climat. Donc là, ça se réchauffe.
et ce coup de froid qu'on appelle le Younger Dryas ou Dryas récent. Donc en fait, c'est lié, quand ça se déglace, vous avez ici dans l'Atlantique Nord des lacs proglaciaires qui s'accumulent, hein. Donc la glace fond, mais il y a des lacs énormes qui s'accumulent, et quand tout ça se déverse dans l'Atlantique Nord, en fait, ça modifie la circulation thermohaline donc dans l'Atlantique Nord, et on a un climat qui change totalement en Europe. Au milieu, c'est un enregistrement en Allemagne, donc effectué à partir d'ostracodes qui sont des petits crustacés qu'on trouve dans les sédiments. Donc vous voyez, c'est assez proche, hein, de ce qu'on trouve dans la stalagmite, mais c'est un petit peu différent. Et on compare avec les glaces du Groenland. Vous voyez le climat, lui, pendant la période chaude qu'on appelle ici le Böllinghalrön, hein, entre 14 000 et 12 008 ici. Vous voyez que ici, dans le sud-ouest de la France, dans le sud de la France, c'est chauffé, ça a tendance à se réchauffer, alors qu'ici, ça se refroidit. Donc il y a quand même des petites différences qui sont régionales et qui sont importantes quand on étudie en particulier l'évolution de l'homme. Le climat, je dirais, sur le continent n'est pas exactement le climat qu'on peut extraire des carottes de glace ou des carottes marines. Ça, c'est une figure de synthèse pour vous montrer que finalement, cette stalagmite, elle s'est arrêtée de pousser, la stalagmite que je vous ai montré de Chauvet, entre 22 000 ans et 16 000 ans. Alors là, l'échelle, je suis désolé, elle est inversée. En fait, le présent est à droite. Vous voyez la déglaciation, donc ça remonte vers la droite, hein. Et on s'aperçoit que ça a repris exactement au même endroit, ici, donc entre 22 000 et 16 000 ans. Et vous avez en haut ici le niveau de la mer. Donc pendant la période glaciaire, on était à moins 120 mètres, le niveau moyen des océans. Et vous voyez, ensuite, ça remonte très très vite. Voilà. Deuxième exemple, c'est la grotte de Villars en Dordogne. Donc là, c'est un exemple, ça a été assez surprenant puisqu'on a trouvé en fait dans ces stalagmites qui font à peine 1 mètre de hauteur, des événements qu'on trouve dans les carottes de glace. Donc la grotte de Villars qui se situe en Dordogne, c'est une grotte aussi préhistorique, des belles peintures de chevaux qui ont environ 20 000 ans. 3 stalagmites qui viennent du réseau sauvage, hein, trouvés cassés dans le réseau sauvage, qui ont commencé à pousser vers 83 000 ans. Donc ça, c'est la courbe de croissance. Grâce aux datations uranium-thorium, on peut faire des courbes de croissance. Donc vous avez l'âge en abscisse, vous avez la hauteur de la stalagmite, et vous voyez que ça pousse plus ou moins vite. Donc là, ça pousse par exemple lentement. Là, ça s'est arrêté. Ça repousse, et vous voyez que les 3 stalagmites, finalement, vers 50 000 ans, elles poussent vite. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vers 40 000 ans, la courbe de croissance ralentit. Voilà. Donc le climat, en fait, fait qu'il y a moins d'infiltration, il y a moins de minéraux, et la croissance diminue. On le voit aussi dans la forme des stalagmites. Si vous faites des sections polyverticales des stalagmites, vous voyez, vers 40 000 ans, on a un diamètre donné, et vers 30 000 ans, vous voyez, ça diminue. L'apport de calcium et de carbonate de calcium diminue parce qu'il y a moins de végétation, parce que le climat se détériore. Donc on le voit aussi rien qu'en examinant la forme des stalagmites. Donc là-dessus, on a rajouté les isotopes du carbone. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en fait l'image indirecte de la végétation. Et vous voyez qu'à l'approche, on voit bien que ça marche bien, puisque là, il y a une croissance continue de la stalagmite. À 67 000 ans, ça s'arrête. Et vous voyez qu'en quelques milliers d'années avant, le C13, il montre, ici, ça, vous voyez la courbe qui descend, ça c'est que la végétation dépérit. Donc le climat commence à changer. Et quand ça s'arrête, on est à des valeurs très basses ici. En fait, c'est inversé. Et ça repart, ce qui est surprenant, au même endroit. Donc le goutte à goutte alimente à nouveau. Plusieurs milliers d'années après, la stalagmite, ça repousse et on voit les événements. Donc les événements, ça fait le yo-yo. Vous voyez, chaud vers le haut, froid vers le bas. Mais globalement, on voit que ça diminue. Donc on a comparé ça avec les carottes marines. Alors je reviens ici, voilà. Et vous voyez donc on a pris des carottes marines ici, hein, c'était publié, on voit pas très bien la courbe, c'est la courbe carotte marine, c'est la courbe en noir ici, hein, vous voyez. Et en rouge, c'est les stalagmites, et vous voyez, on a une courbe totalement parallèle, mais un petit peu décalée. Et vous voyez que cette période froide ici, en fait, on la retrouve dans la stalagmite, c'est le hiatus, c'est l'arrêt, avec l'avantage qu'ici, on a pu dater précisément l'âge de cet arrêt. Hein, voilà, donc ça c'est un événement connu, très froid, hein. Et l'avantage des stalagmites, c'est qu'on a ici des datations précises, qu'on n'a pas dans les carottes de glace ni dans les carottes marines pour des âges reculés. On a comparé ça avec des carottes aussi de North Grip. North Grip, c'est un carottage qui est au Groenland. Et on a pu faire aussi une association entre ces événements vus dans le C13, donc dans les carbones des stalagmites ici,
avec ces événements chauds qu'on a pu associer à chacun de ces événements chauds dans la carotte de glace. On appelle ça les événements de Dansgaard-Oeschger. Vous avez ici les points datés, vous voyez, avec les barres d'erreur à 2 sigma. Hein, donc c'est avec une assez grande précision sur 2 stalagmites, et les signaux sont parallèles entre les 2 stalagmites. Voilà. Dernier exemple de reconstruction paléoclimatique. Alors là, on va plus loin, on va vers 350 000 ans. 350 000 ans, donc nous on est ici, hein, voilà, on a un grand cycle climatique, un autre ici, et c'est l'avant-dernier cycle climatique. Une stalagmite qui vient de la grotte de Clamousse dans l'Hérault. Donc ça c'est pas vraiment publié, enfin même si je l'ai mis dans le livre. Hein. Donc vous avez ici, on a comparé avec les carottes de glace, donc ça c'est le signal isotopique, donc climatique des carottes de glace, mais là, comme on est loin, ça vient de l'Antarctique. Puisque le carotte du Groenland s'arrête vers 130 000 ans. Donc là, on a pris une autre courbe climatique. Et vous voyez qu'elle a commencé à pousser finalement pendant cette période chaude qu'on appelle l'interglaciaire, le stade 9, le stade isotopique 9. Et j'ai rajouté ici la courbe isotopique du carbone de la stalagmite, vous voyez ici en rouge, superposée à celle de la carotte de Vostok en Antarctique. Et vous voyez les similitudes assez surprenante. Donc avec une simple stalagmite qui fait un peu plus d'1 mètre, on retrouve des événements qui sont piégés dans les carottes de glace, mais des carottes qui font souvent plusieurs kilomètres de longueur. Donc pour terminer, je vais vous donner 2 exemples d'applications, donc de datation en milieu archéologique. Le premier, ça concerne la grotte de Bruniquel qui se trouve dans le Tarn. Les spéléologues ont trouvé dans les années 90 des structures étranges circulaires, et ces structures faites de stalagmites, comme vous voyez ici. Et en fait, donc vous voyez ici, donc ça c'est un modèle 3D, hein. Il y a une structure, ça fait 6-7 mètres de diamètre, il y a des tas de stalagmites ici, une autre structure ici circulaire, et ça avait été découvert, et lors de la découverte, on a trouvé des morceaux, alors vous voyez, on sait que c'est pas naturel parce qu'il y a des éléments de calage, il y a des stalagmites posées, il y a des sortes d'étés, etc. Et surtout, on a trouvé des traces de feu. On a trouvé des traces de foyer. Alors, vous voyez ici, les traces de foyer relevées ici, ce sont les petites zones oranges. Et on a fait, donc un collègue a fait une étude magnétique qui permet de voir les effets de chauffe sur les argiles, hein, qui contiennent des oxydes, qui se transforment en magnétite. Et c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut voir rien qu'en étudiant le champ magnétique, les traces de foyer ici. Donc il y a eu du feu, on va en parler tout à l'heure. Et nous, ce qu'on a fait, puisqu'on peut dater les stalagmites et que la structure est faite de stalagmites, on a carotté le sommet des éléments constitutifs de la structure et les bases des stalagmites qu'on poussait sur la structure. On a daté tout ça. Vous voyez les carottages qui ont été effectués d'ailleurs par mon collègue Édouard Régnier qui se trouve ici dans la salle. Voilà. Et donc toutes ces datations ont été mises ensemble et le résultat était surprenant parce qu'en fait toutes les extrémités, donc les éléments les plus vieux de la structure datent d'environ 175 000 ans et les éléments les plus anciens des repousses qui ont scellé cette structure ont le même âge. Donc en fait on a pu contraindre l'âge de cette structure, 175 000 ans, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon, c'est l'homme de Néandertal. Donc ça c'était une grosse surprise. Faut savoir qu'elle est à 300 mètres de l'entrée, c'est des conditions difficiles, et on ne savait pas que l'homme de Néandertal, il y a 175 000 ans, pouvait aller aussi loin dans les grottes. Vous voyez, donc j'ai remis le schéma climatique en bas, et les anciens, donc les stalagmites de la structure, et les stalagmites qui ont repoussé. 2 minutes, j'ai fini. Grotte Chauvet, voilà, donc je vous montre quelques images de la grotte Chauvet. Donc il n'y a pas que des peintures préhistoriques, il y a aussi des stalagmites assez fabuleuses. Mais enfin, je vous montre quelques voilà, des images prises dans la vraie grotte Chauvet. Je détaille pas, hein, c'est pas l'objet. Voilà, donc la datation a permis de dater le sol archéologique. Voilà, on a pu, ça c'est important en fait. Vous voyez, la base de cette stalagmite, 33 000 ans environ, ça confirme l'âge des charbons qui ont été trouvés à côté, qui étaient très contestés par pas mal d'archéologues, hein, par une autre méthode. Voilà, donc ça c'est une stalagmite qui a été trouvée sur l'éboulis, qui permet de dater l'éboulis d'entrée de la grotte Chauvet. Et une autre, vous voyez, la précision, les petits trous, enfin, c'est la quantité de matière qu'il nous faut pour faire une datation radium-thorium, avec des barres d'erreur, 13 000 ans, plus ou moins 123 ans. Voilà. Et pour terminer, quelques images. Voilà, donc des images de spéléothème.
Ça vient d'Algérie. Pareil, il y a toute une histoire qui est racontée. Ça vient de la grotte de Villars. C'est le changement de végétation qui a produit ces couleurs. La grotte de Hans-sur-Lesse avec des traces des feux. Vous voyez les dernières couches qui sont teintées par les cendres liées aux visites. Ça vient d'un tunnel avec des participations de bactéries qui utilisent le soufre pour construire ce type de voilà. J'ai fini. Et puis, je termine par des œuvres d'art liées aux stalagmites. Voilà. Un cyanotype. Donc ça, c'est un peu mon dada de faire des photos anciennes. Donc, j'en profite pour présenter ça. À base de sel de fer. Ça, c'est mon fils qui est graveur. Donc, Louis Gentil, qui a fait des gravures de stalagmites au burin avec des encres fluorescentes et des daguerréotypes. Alors, daguerréotypes, c'est le premier procédé de photo qui est utilisé depuis 1839. Voilà des daguerréotypes de stalagmites faits sur plaque d'argent. Il y a un exemplaire ici. Voilà. Et j'ai terminé. Voilà, donc là, j'ai fait le lien entre finalement toutes ces cyclicités sont liées aux planètes et c'est assez étrange de voir que tout ça se retrouve dans le milieu souterrain, dans les stalagmites, à l'abri de la lumière. Voilà. Je vous remercie.